Bonjour à tous, donc, je suis Benjamin Sublet, merci de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, je représente Kaizen Institute pour ce webinaire portant sur le baromètre RH 2026. Donc c'est une étude que nous avons menée chez nos différents clients et partenaires. Aujourd'hui, on a l'honneur d'être en présence de Monsieur Jérémy Pierry, donc DRH chez Heidelberg Materials. Bonjour Monsieur Pierry. Bonjour, Merci, merci beaucoup pour votre mer- invitation. C'est moi qui merci suis d'être. très honoré d'avoir été choisi par le Kaizen Institute, donc j'espère que je serai à la hauteur. J'en doute pas. Très honoré, merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, avant qu'on commence ce baromètre, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et peut-être présenter votre société pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas? Oui, tout à fait. Donc, Heidelberg Material, c'est une société allemande, comme son nom l'indique, hein, basée à Heidelberg, et c'est un acteur mondial de la fabrication de ciment, de granulats et de béton, hein. C'est le numéro 2 mondial. Alors, ça dépend des sujets ou des thématiques ou des régions, hein, à côté de Holcim. Et donc, en France, dans le monde, c'est 60 000 personnes et c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, nous sommes 2500 et nous produisons, hein, c'est un business intégré, donc autant le ciment dans des usines que le béton dans des centrales, hein. Donc, c'est ce qui donne une dimension intéressante à ce poste, c'est que on a autant d'industrie lourde, ça c'est l'industrie cimentière, que de services, hein, puisqu'une centrale à béton, on est très proche du service. Donc voilà, c'est diversifié. C'est une belle entreprise et nous avons demandé au Kaizen Institute, nous avons fait intervenir le Kaizen Institute dans l'industrie, dans la partie industrie cimentière, pour travailler sur l'amélioration continue, mais on va en parler un peu plus tard, je suppose. Très bien. OK. Bon, merci, Monsieur Perry. En tout cas, votre expérience et votre expertise vont nous permettre ensemble d'analyser et de commenter les résultats de cette étude. Alors, sans plus attendre, euh, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, d'abord, le premier élément de ce baromètre, en fait, c'était la dimension stratégique des ressources humaines dans une entreprise, et qui, comme on le voit d'après ces premiers résultats, est encore sous-estimée aujourd'hui. Alors, c'était ma première question, Jérémy. Donc, chez Heidelberg, est-ce que vous partagez le même constat, ou en tout cas, comment les RH aujourd'hui contribuent à la stratégie globale de l'entreprise, et quelles initiatives ont renforcé ce rôle stratégique? Euh, Ça dépend. J'ai quand même l'impression que ça dépend beaucoup de la personne et de son expérience, hein, et Mhm. de la posture et de la façon dont on vit la fonction RH. Moi, j'ai toujours considéré que la RH doit être doit intervenir au moment de la prise de décision et même avant la prise des décisions, comme conseiller en amont, hein, du PDG en l'occurrence, pour proposer aussi une stratégie de développement de l'entreprise. Donc ça suppose évidemment un peu d'expérience, mais ça suppose surtout d'avoir une posture, d'avoir une position, hein, en considérant une position sur un domaine où on n'a pas la maîtrise, hein, puisque évidemment la stratégie d'une entreprise, ça implique des dimensions d'opération, etc., sur lesquelles le RH peut se sentir un peu court. Mais je pense qu'il faut dépasser ça. On a une expertise d'un point de vue humain, d'un point de vue surtout transformation, hein, parce que il est évident que Heidelberg a dû beaucoup se transformer ces dernières années, du fait notamment de la décarbonation de l'industrie. Et donc, à partir de là, dès qu'on commence à parler de transformation, il me semble que le RH doit intervenir en amont pour participer à son pilotage. Donc voilà un peu comment c'est intervenu. Mais il n'y a pas, si vous voulez, on n'arrive pas dans un endroit où on vous dit, ben maintenant, vous allez, euh, vous allez participer à la prise de décision. Il faut prendre cette Mhm. posture. Je pense que c'est Très bien. essentiel. C'est ce qu'attend le business, hein. Je pense qu'on a fait le tour des RH gestionnaires, en tout cas dans notre industrie, et on a besoin de RH qui prennent la main et qui interviennent. Ok, très bien. Merci pour cette réponse très, très claire. Euh, donc ensuite, euh, il était demandé dans le baromètre, en fait, quelles sont les priorités des RH? Et en numéro un, ce qu'on a retrouvé, c'était le développement des compétences clés des collaborateurs. Donc en fait, le maintien à un niveau et la montée en compétences en parallèle. Euh, Chez vous, Jérémy, par rapport à ces leviers-là, en fait,
lesquels vous avez utilisés pour développer ces compétences et pour préparer vos collaborateurs aux défis futurs? En fait, on s'est appuyé sur les managers. On a considéré que nos managers étaient aussi des formateurs. Ils le sont en day-to-day, hein, puisque quand vous managez, inévitablement vous formez. Mais voilà, donc dans ce besoin de transformation et donc de nouvelles compétences, on avait le choix d'aller chercher ces compétences à l'extérieur et de faire former par des organismes plus ou moins éloignés de notre business, ou demander aux managers, si ça les intéressait, sur la base du volontariat, de former. Et en fait, ça s'est révélé assez puissant, évidemment, en termes de coûts, hein. On a dit diminuer les coûts de 20 à 25%, les coûts de formation externe, mais surtout en termes d'efficacité, je dirais, de passage de relais direct de l'information. C'est-à-dire que le manager se retrouve dans une position où, fort de son expérience, il partage son expérience et non seulement il partage son expérience, mais en même temps, il explique ce qu'il attend dans telle ou telle situation. Et donc là, on gagne un temps fou dans, je dirais, l'intégration des nouvelles compétences. Alors, ça suppose évidemment d'avoir des managers qui aient beaucoup d'expérience, hein, mais vous vous rendez compte qu'on a fait certaines formations en binôme avec deux managers de haut niveau, hein, membres de l'Excom, et on avait, et à eux deux, ils totalisaient 60 ans de formation cimentière. Donc, où est-ce que vous allez trouver ça à l'externe? Hein, donc c'est ça, quoi. On s'est vraiment appuyé là-dessus. Et ça a été assez puissant. D'abord, les gens se sont rencontrés, ça crée un nouveau lien. Et encore une fois, pour piloter le changement, ça nous a semblé quelque chose de très important. Ok, très bien, c'est clair. Alors ensuite, la deuxième priorité qui est ressortie, donc on peut le voir à droite, c'était le développement de la marque employeur et l'attractivité de la société. Afin d'attirer, en fait, dans le contexte qu'on connaît tous, donc d'attirer et de fidéliser les talents donc sur un marché toujours plus compétitif. Cependant, ce qu'on voit dans les résultats que vous voyez à l'écran, c'est que peu d'entreprises encore aujourd'hui, en fait, investissent, selon nos répondants, sur cet axe de manière vraiment cohérente. Euh, Chez vous, chez Edelberg, comment vous travaillez sur cette marque employeur pour attirer et pour fidéliser ces talents? De différentes façons. D'abord, on a dû investir dans une expertise en matière de communication. On s'est rendu compte que on ne le faisait pas assez bien ou on n'y apportait pas assez l'importance nécessaire. Et donc, on a recruté des experts sur le sujet qui nous ont aidés, quand on parle de marque employeur, d'abord à formaliser correctement notre savoir-faire, nos bonnes pratiques, et à les formaliser en vue de la communication vers l'externe. Donc, on a commencé à aborder le sujet de LinkedIn, mais d'autres outils de communication aujourd'hui, TikTok, etc. Voilà, mais il y a un savoir-faire et il faut former, encore une fois, les personnes à y aller. Et puis ensuite, il faut clairement donner des indications, hein, des objectifs sur les likes, sur les posts, etc. Et petit à petit, eh bien, les personnes se saisissent des outils et commencent à mettre en valeur leurs bonnes expériences, leurs bonnes choses. Et ça communique, enfin, c'est un levier assez puissant vers l'extérieur de l'intérêt au travail ou du sens que nos salariés trouvent au travail. Ils le communiquent directement. On s'est beaucoup appuyé sur cet outil-là. Ok, très bien, merci, c'est clair. Ok. Donc ensuite, si on passe à un point un peu plus général sur la culture d'entreprise et le leadership, aujourd'hui, si on regarde les réponses, selon le baromètre, il y a encore peu d'entreprises qui mettent suffisamment l'accent sur la communication interne, la résolution quotidienne de problèmes et l'exemplarité des points indispensables pour créer une culture agile, d'excellence et améliorer la résilience d'une entreprise. Euh, donc déjà, Jérémy, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et chez vous, en tout cas, quels ont été les moyens qui ont été déployés pour façonner cette culture d'entreprise forte et favoriser en fait un leadership d'exemplarité Mais là dans votre encore, je vous ai organisation? parlé tout à l'heure de nos concepts de manager formateur. Là encore, ça a été extrêmement Mhm. puissant. Je vois qu'il y a Benoît Galichen, le directeur industriel et technique, est avec nous dans le webinaire. Voilà, c'est lui qui, a, notamment pour la partie Simon, a eu l'idée de dire ben, on va réunir les managers
et on va les former sur le management. Et évidemment, en faisant ça, on donne aussi notre façon de voir les choses. On remonte des problèmes et on explique en temps réel dans la formation comment nous, on traite ce sujet-là, ou on aurait traité ce sujet. Et on échange évidemment là-dessus. Et ce faisant, évidemment, ce que vous donnez avant tout, au-delà de techniques et de méthodologie, c'est une culture. Hein, vous laissez apparaître en live, j'ai envie de dire, de façon incarnée, la façon dont vous traitez les problématiques, le management, etc. Donc je pense que c'est vraiment l'outil extrêmement important. Après, c'est là où peut-être le Kaizen a eu aussi une grande valeur ajoutée, le Kaizen Institute, c'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'il faut aller un peu plus loin, et notamment dans la façon de travailler sur le terrain, on a besoin de méthodologie, on a besoin de maîtriser des outils. Et là, bon, notre grand engagement avec Benoît sur la partie ciment, c'est la partie résolution de problèmes. La façon dont on résout un problème. Ça a l'air simple, mais en vérité, on se rend compte qu'année après année, on redécouvre les mêmes problématiques parce qu'on ne sait pas résoudre correctement un problème, parce qu'on ne passe pas de temps sur la partie qualification du problème, et on va trop vite à la mise en place d'actions. On traite des conséquences, on ne traite pas des causes racines. Bref, vous voyez, donc je pense qu'il y a un investissement, pour synthétiser, un investissement très fort du management, si vous voulez changer la culture, mais il faut également vous aiguiller, vous épauler, vous aider d'outils pratiques, proches du terrain, pour aussi changer la façon de travailler en valorisant les personnes. Et sur ce point, on doit le dire, hein, le Kaizen Institute a été essentiel pour nous. Je vous le dis en toute franchise et sans avoir de droit ou de royalties venant malheureusement du Kaizen Institute. Malheureusement, très bien. Ok. C'est clair, en tout cas, voilà, on va dire la direction que vous donnez est claire par rapport à ce sujet-là. Ensuite, si on s'attarde un petit peu sur un des incontournables des ressources humaines, donc qui composait ce baromètre, donc c'est bien sûr la partie rémunération. Alors aujourd'hui, selon les résultats du baromètre, en fait, il y a la moitié des répondants qui considèrent que leur entreprise met en place des packages de rémunération compétitifs et attractifs. Et là-dedans, en fait, on a inclus la question de rémunération financière, mais aussi ce qu'on a appelé le salaire émotionnel, plutôt tout ce qui concerne en fait la flexibilité, la reconnaissance et le développement personnel des collaborateurs, qui selon nous est inclus dans ce package de rémunération. Par rapport à ce sujet-là, Jérémy, comment aujourd'hui Heidelberg, en fait, il trouve cet équilibre entre compétitivité, on va dire, de salaire et de valorisation de ses collaborateurs au quotidien? Alors nous, le gros avantage, c'est que le résultat du sondage n'est pas du tout le même. Nous, on a fait une enquête en interne, et finalement, le sujet du package en termes euros, en termes revenus nets, n'est pas une problématique. On a des packages qui sont compétitifs, qui sont alignés avec le marché, voire légèrement au-dessus. Donc on n'a pas ce problème, si vous voulez, de sentiment d'être moins bien payé ou mal payé. Le vrai sujet, c'est ce que vous évoquez, à savoir cette notion de salaire émotionnel. Donc moi, j'ai pas clairement la définition en tête, mais je vois à peu près à quoi ça correspond. Et là, c'est le vrai sujet, à mon avis, sur lequel on peut toujours s'améliorer. Pour moi, il s'agit de responsabiliser les personnes, hein, d'abord de les respecter, évidemment. Et donc ça, on parle de sécurité, on parle de conditions de travail. Donc là encore, les outils qu'on met en place, l'exemplarité du management sont des éléments de réponse. Donc, respect, et puis aussi respect dans le sens prise en compte de la vie, du point de vue. Hein. Et encore une fois, les méthodologies du PDCA qui tendent à faire en sorte que la personne remonte le problème et propose des solutions, voire met en place des solutions, sont aussi des éléments de réponse. Hein. Ne plus tout attendre du manager, lever le doigt dès qu'on voit un problème et attendre que le manager vienne le faire, hein, ce qui est occasionné des glissements de fonction. Ça fait partie, selon moi, selon nous, du salaire émotionnel, le fait que, oui, opérateur, tu as quelque chose d'extrêmement important à dire sur le problème et d'extrêmement important à dire sur la solution.
je pense que voilà, cette façon dont on envisage le fait que toute personne dans l'entreprise doit avoir un certain niveau d'autonomie par rapport à son travail, ça contribue à lui donner du sens. Donc, ouais, encore une fois, pour moi, c'est une posture managériale qui consiste à écouter tout le monde et à valoriser l'implication des personnes. Ok, donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, cette démarche Kaizen, elle va dans ce sens-là de Absolument. rémunération salaire émotionnel, on prend en compte la vie des gens et on les Vous pouvez intègre. pas, ouais, absolument. Vous pouvez pas résoudre un problème si vous n'avez pas dans la salle ou dans le lieu où vous travaillez sur la résolution du problème, la personne qui tous les jours vit, voit, côtoie le Mhm. problème. Je veux dire, il a des choses à dire extrêmement pertinentes, aussi pertinentes qu'un prétendu expert sur telle ou telle thématique. Mhm. Ok. Donc ça me permet en tout cas de valoriser les personnes et de leur donner cette reconnaissance-là. Très bien. Ok. Absolument. Donc ensuite, si on passe maintenant à un sujet qui a de plus en plus d'importance aujourd'hui, et alors notamment, c'est un peu bateau de dire ça, mais pour ma génération, si je peux dire, c'est le sens donné au travail et donc la responsabilité sociale, sociétale et environnementale d'une entreprise. Parce que finalement, d'après les répondants, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour attirer et pour retenir les talents dans une entreprise. Alors, aujourd'hui, Jérémy, chez, chez Heidelberg, c'est quoi comment est-ce que ce sens au travail, il est intégré Mais il y a dans la deux, stratégie RH, ouais. ouais, il y a deux éléments extrêmement importants. Le premier, il faut savoir que le ciment, c'est 8%. Enfin, c'était, parce que ça évolue, mais c'était 8% des émissions de CO2. Mhm. Donc, il est clair que dans le monde dans lequel on se trouve, c'est une responsabilité sociale ou c'est une responsabilité vitale sur laquelle on doit travailler et sur laquelle Heidelberg travaille. Donc, à partir de là, quand vous allez voir les ingénieurs, hein, puisqu'on a signé des conventions de mécénat avec l'école des arts et métiers, avec l'école des mines d'Alès. Quand vous allez les rencontrer et que vous leur dites que la décarbonation, c'est un sujet majeur pour votre entreprise, ils vous écoutent gentiment. Mais si vous n'avez pas autre chose à dire que ça s'arrête très rapidement. Or, il se trouve que nous avons investi en France près de 650 millions d'euros sur cette thématique. Et donc, quand vous parlez de sens au travail, c'est ça que nous présentons aux jeunes ingénieurs. Nous leur disons, OK, on a une problématique, OK, on crée du CO2, venez nous aider à traiter ce sujet. Et donc, ça, évidemment, vous avez deux postures face à ça. Vous dites, bah non, parce que je trouve que c'est un peu sale, ou une posture qui considère à dire, bah oui, tiens, c'est une société qui se donne réellement les moyens, et donc à partir de là, c'est intéressant. Voilà comment on répond, je dirais, en grande partie au sens au travail. Et puis l'autre problématique ou l'autre sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est l'égalité homme-femme. Mhm. On se rend compte qu'on peut se donner des objectifs. On dit, bah voilà, il nous faudrait 25% des femmes managers dans les positions top management. Hein, excusez-moi pour l'anglicisme. En vérité, le sujet, il se pose bien avant. Là où il faut travailler l'égalité homme-femme, c'est dans le management intermédiaire, le management de premier niveau. C'est là où il faut travailler, puisque le reste, ce sera la conséquence. Euh, et puis, il faut travailler autre chose que les positions qui sont, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, traditionnellement dévolues aux femmes, hein, la RH, ou la qualité, ou que sais-je, ou les sécurités. Hein, il faut travailler des positions hard. Euh, et donc, la seule façon, ou la meilleure façon de faire cela, ça nous a semblé être le, le fait de demander à un groupe de managers femmes, hein, sélectionnés, volontaires, de nous proposer des plans d'action pour arriver à une vraie égalité. Hein. Il y a 52% de femmes en France. Hein. Donc la vraie égalité, c'est 52% de femmes managers dans une entreprise. Et donc, il faut leur demander. Parce que nous, en tant qu'hommes, on peut aussi être un peu, avoir quelques biais et pas avoir le même œil ou la même perception des choses. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on a créé ce qu'on appelle un Women Club, encore une fois, excusez-moi pour l'anglicisme. Et elles nous font des propositions. Elles nous ont fait des propositions, 12 propositions pour l'année 2026 à mettre en place dans l'entreprise. Et elles sont en train de travailler sur le plan d'action pour 2027-2030. Voilà. Voilà comment, sur ces deux thématiques, on avance
en se donnant les moyens et puis en faisant intervenir ceux qui savent. Ok, très bien. Je pense que c'est très clair pour tout le monde sur ce sujet-là. En tout cas, votre position est claire. Alors, si on prend un peu de recul et on se pose la question, donc globalement au niveau stratégique, et ça peut être en lien avec ces sujets-là aussi, il y a une grande majorité d'entreprises aujourd'hui qui sont que partiellement préparées aux futures grandes transformations du monde du travail de demain, du contexte économique, que sais-je. En tout cas, c'est ce que me dit la réponse du baromètre. Alors, dans votre société, Jérémy, est-ce qu'il y a des démarches que vous avez mises en place pour préparer aux transformations futures du marché du travail? Et ça fait déjà écho à votre réponse de donc, la partie décarbonation et la partie égalité homme-femme. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires ou c'est surtout ces deux grands axes-là que vous renforcez? Non, on se concentre quand même sur ces deux grands axes, mais il y a évidemment plein d'autres choses, hein. Et puis il y a des transformations, c'est un peu le jeu qui vont arriver et qu'on ne connaît pas encore. Mais oui, d'une façon générale, Heidelberg est une entreprise qui anticipe plutôt pas mal l'avenir, hein. Vous savez que nous sommes à date la seule entreprise qui captons le CO2 et sommes capables de l'enfouir ou de le faire enfouir. Donc on est quand même sur nos usines de Brevik ou de Pas-de-Screw en Angleterre. Donc oui, le sujet c'est la décarbonation, très clairement, c'est le sujet vital et essentiel. Donc on a sur cette thématique des plans extrêmement structurés et surtout ambitieux. Mhm. Voilà, je pense qu'il faut rester sur cette thématique, ça me semble la plus prégnante en ce moment. Très bien. Ok. Euh, et enfin, donc pour couvrir un dernier sujet d'actualité dont on parle beaucoup dans l'actualité et qui est au cœur voilà, du, du quotidien de tous, c'est la partie en fait digitalisation et automatisation. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Euh, Ces outils, on l'a vu, permettent de libérer du temps aux collaborateurs pour effectuer des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les retours du baromètre montrent que c'est un sujet, en tout cas par nos répondants, qui est largement pris en compte par le service des ressources humaines. Chez Heidelberg, Jérémy, est-ce qu'il y a des projets digitaux ou des initiatives d'automatisation qui sont prévues ou qui ont eu lieu et qui ont un impact dans vos équipes, que ce soit dans vos équipes de ressources humaines ou d'autres équipes? Non, alors ça, oui, beaucoup, mais ça va toujours de pair avec une transformation très forte, hein, que Heidelberg Materials, en France notamment, mais dans le reste du monde également, connaît, hein. Nous sommes en pleine transformation pour le sujet que j'ai évoqué un peu plus tôt, à savoir la décarbonation. Donc évidemment que dans cette transformation, on met en place des outils qui sont censés faciliter, simplifier les opérations. Donc oui, oui, énormément de transformations digitales. Il reste le sujet de l'intelligence artificielle. Alors spécifiquement pour ma paroisse RH, c'est un sujet sur lequel on est en train de réfléchir. On perçoit clairement qu'il y a un certain nombre de sujets, notamment dans la partie recrutement, où l'intelligence artificielle peut nous faire gagner un temps fou. Il y a une expérience en cours aux États-Unis où on se sert de l'AI pour notamment trier, hein, puisque vous savez, quand on fait une annonce, on reçoit beaucoup de CV, donc commencer à faire un premier tri. Mais il y a même une expérience aux États-Unis en ce moment où le premier entretien est piloté par une AI. Voilà. Donc ça donne des informations, évidemment, qui n'est pas suffisant. Je ne sais pas si un jour ce sera suffisant d'ailleurs, nonobstant les améliorations qu'il peut y avoir. Mais voilà, on est là, par contre, on est un peu en phase d'apprentissage sur ce sujet, mais j'ai l'impression nous ne sommes pas les seuls sur la phase d'apprentissage sur la partie AI, quoi. Très bien. Voilà pour mes éléments de réponse. Ok. Et oui, oui, je confirme que ça aura de l'impact, l'automatisation et l'AI doivent avoir de l'impact sur la main-d'œuvre. D'ici 2030, en tout cas, elle va transformer nos façons de travailler, à mon avis. Ok. Et sans oublier que par contre, comme vous l'avez dit, ce sera
jamais suffisant et l'intelligence artificielle ou le digital, en tout cas, ne pourra pas remplacer l'humain et l'organisation Ça, qui va avec. oui. Moi, je pense fondamentalement, mais vous savez, l'amélioration est infinie. On apprend ça au Kaizen Institute, donc voilà. Je ne sais pas Ok, vous dire. Mais je pense fondamentalement qu'à un moment, l'humain est essentiel. très bien. Ok. Alors, on est arrivé au bout des questions de notre baromètre RH. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue. Donc, moi, si j'ai quelques éléments à retenir de ce baromètre, c'est qu'en fait, il met en évidence une réalité incontournable, c'est que les organisations, elles entrent dans une période de transformation profonde. Comme vous l'avez dit, Jérémy, il y a plusieurs exemples. Donc, c'est porté par l'IA, par les mutations démographiques, instabilité géopolitique, exigences environnementales. Donc, aujourd'hui, si la majorité des entreprises, elles se reconnaissent dans ces enjeux, les résultats montrent il y en a encore beaucoup qui sont dans une posture partiellement préparée, en tout cas, avec des actions plutôt ponctuelles plutôt qu'une stratégie globale. Euh, et donc, en tout cas, voilà, suite à la discussion qu'on a eue, ça c'est sûr, c'est que pour réussir cette transformation en 2026 et au-delà, en fait, les organisations devront renforcer plusieurs leviers structurants. Donc, je crois qu'on l'a évoqué, un leadership aligné et visible, capable de donner du sens et donc d'incarner cette transformation, cette formation des nouvelles générations, comme vous l'avez dit. Euh, des équipes résilientes et orientées, vous l'avez dit aussi, résolution de problèmes, capables d'apprendre et d'ajuster rapidement, euh, pour pouvoir en fait mettre en place des processus repensés euh, ou automatisés ou qui passent par l'intelligence artificielle, mais en tout cas qui servent à l'efficacité. Euh, et voilà. Et le but, c'est de mettre une culture améliorée en continu, ancrée dans des routines de progrès et pas d'avoir uniquement des initiatives isolées. Voilà, donc pour moi, le message du baromètre, il est clair, c'est que la compétitivité de demain, elle dépendra de la capacité à aligner. On a beaucoup parlé de technologie, on a beaucoup parlé d'humain, donc de talent, et on a parlé également de culture. Donc c'est d'aligner ces trois axes-là autour d'une même stratégie. Et Oui, oui, oui. Si vous permettez, oui, on est en phase. C'est peut-être un point sur lequel j'ai pas insisté, mais qui me semble extrêmement important. C'est la façon structurée de l'approche de la transformation et notamment la façon structurée de mettre en place le dispositif d'amélioration continue. Il faut évidemment que ce soit alors, pardon, oui. allez-y, allez-y. Pardon. Non, non, il faut que ce soit évidemment porté par le top management, comme ça a été le cas chez nous. Et ensuite, il faut définir, je dirais, une équipe qui va porter la bonne parole, qui va former. Alors, au début, on se fait former, on se fait accompagner par vos experts du Kaizen Institute, mais l'intérêt, c'est qu'on apprend nous-mêmes à le faire, et donc après, on devient autonome. Voilà. On est dans cette phase aujourd'hui où nous sommes en autonomie sur la mise en place de nos outils d'amélioration continue, et on voit le changement. Très clairement, on voit le changement. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais on commence à entendre parler japonais. Vous voyez, c'est toujours un signe. Alors c'est marrant, hein, mais c'est toujours un signe que le changement est en cours. Et donc voilà, on entend Gemba, et c'est extrêmement important. C'est du basique, mais c'est tellement important au jour le jour la façon dont on gère nos sujets de façon simple, efficace et ensemble. Ok. Donc effectivement, c'est important ce que vous soulignez. Donc vous êtes en phase d'autonomie, enfin de prise d'autonomie. Donc c'est passé par une phase donc, de prise en main de notre part, puis le but c'est de laisser au fur et à mesure l'autonomie pour ensuite se projeter vers une autonomie complète des équipes pour en fait s'approprier cette culture et voilà, se créer sa propre culture. Euh, Par rapport à tout ça, donc je conclurai juste ce baromètre avec donc on a écrit un livre là récemment, donc The Kaizen Culture Paradox, The Smartest Way to Run a Business, donc dans lequel on explique notamment comment et pourquoi les organisations qui réussiront seront celles qui choisissent d'agir, d'apprendre et de progresser en continu,
de la façon dont vous nous avez expliqué, Jérémy. Donc, on transmettra le lien Amazon aux personnes qui sont connectées. Pour information, la version en français sortira en avril. Et donc, Jérémy, je crois que Benoît Galichet, il a eu le livre. Et il l'a eu Enfin, dédicacé et pas moi, alors je suis un petit peu jaloux. alors, Mais exactement, c'est ce que j'allais dire. On va vous l'envoyer également. Je ne sais pas si vous le voulez tout de suite en anglais ou si on attend en français, mais en tout cas, non, non, vous pouvez me le donner tout de suite en anglais, il n'y a pas de problème, mais je tiens à ma dédicace aussi, hein, très bien. parce que je le mets ensuite dans ma On bibliothèque la de fera petites partir, séries. Jérémy, sans problème. Merci beaucoup. OK. Merci, Jérémy. Est-ce Avec qu'il y a plaisir. des questions de la part de nos interlocuteurs? Jean Beauvais. Jean, je t'en prie. Oui, bonjour, merci pour... alors bien sûr, bon, je suis un peu partisan quand même, en tant que partenaire de Kaizen, mais merci pour cet exposé, merci pour cette présentation très claire, Jérémy. Moi, j'avais une question, alors qui n'est pas suffisamment abordée, je trouve, dans le baromètre. C'est aujourd'hui, par rapport à l'évolution en fait des personnes que nous avons, notamment, vous avez parlé des jeunes générations, c'est le phénomène de volatilité que je constate avec beaucoup de grosses entreprises, de grandes entreprises avec lesquelles je travaille. Aujourd'hui, comment chez Heidelberg vous traitez en fait le sujet de rétention, alors j'aime pas le terme, mais de rétention en fait des compétences, euh, notamment de ces jeunes générations qui ont tendance à zapper d'une boîte à l'autre, hein. C'est ce qu'on constate tous. J'ai été RH aussi, et c'est une vraie difficulté. Mais en même temps, est-ce que c'est une difficulté contre laquelle on doit se battre, ou est-ce qu'on doit accepter cette agilité au niveau de la société et s'adapter en fait à cette diversification du personnel et de nos collaborateurs? J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Donc moi, je pense que, merci d'abord pour la question. Notre expérience chez Heidelberg, elle est double. D'abord, cette agilité et ce fait, alors je ne sais pas s'ils zappent, mais en tout cas, ils expriment le besoin d'évoluer. Et donc, c'est plutôt pas mal, en fait, que ce soit d'ailleurs en interne ou en externe, parce que d'abord, on récupère, après quelques années, parfois des personnes qui reviennent. Il y a un attachement quand même au métier. Alors, c'est un gros avantage, hein, c'est peut-être une spécificité, mais il y a un attachement très fort au métier cimentier. Euh, et donc, on récupère du savoir, hein, les personnes partent, puis reviennent avec des expériences, et in fine, tout le monde est gagnant. L'autre chose sur la volatilité, pardon, c'est de proposer en interne des cheminements. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que nous faisons. Hein, on a ce programme des ingénieurs in training, des graduates que vous trouvez dans toutes les bonnes entreprises. Et en fait, on s'assure, après leurs graduates, une fois qu'ils sont en position, de les faire bouger et de les faire évoluer. Et c'est ce qui se passe. Et finalement, ils se rendent compte que ils vont pouvoir, j'aime pas trop le terme zapper, mais ils vont pouvoir découvrir de nouvelles problématiques, des nouveaux challenges au sein de l'entreprise. Là encore, on a un peu de chance parce qu'on a des challenges énormes et on a tellement de transformations à faire que on sait nourrir nos ingénieurs et nos jeunes talents. Mais je pense que in fine, pour vous répondre, voilà, il faut le combattre, en tout cas, il faut le gérer en proposant en interne des parcours. Et puis, parfois, il faut accepter de laisser partir pour laisser revenir. Voilà un peu ma position, Monsieur Beauvais. Ok, non, c'est très clair, c'est très clair. On est assez en phase hein, sur sur la stratégie à entreprendre, en fait, sur le fait de donner cette opportunité, en fait, d'avoir différentes carrières au sein d'une grande entreprise. Alors, Ouais, ce qui est absolument. plus difficile au niveau, bien sûr, des PME ou TPE, hein, c'est incontournable. Merci Bien beaucoup. sûr. Je vous en prie. Monsieur Rubot. Oui, bonjour. Merci de nous laisser l'opportunité de poser des questions. Ma question va être très simple. Quelles ont été vos difficultés dans la conduite du changement ou dans vos différentes transformations?
Très clairement, la nécessité de disposer, enfin d'être aligné sur la nécessité du changement. Hein, le leadership, à partir du moment où il n'est pas encore persuadé qu'il faut qu'on se transforme, c'est très très difficile, notamment pour le RH, d'avancer. Hein, donc vous partez dans des directions et puis finalement vous vous retrouvez pas trop suivi ou voilà, donc vous vous retrouvez face à de la procrastination du top management et c'est ça hein, le vrai sujet. À partir du moment où c'est aligné, je peux vous dire que ça va beaucoup plus vite. Donc la difficulté a été celle-ci. Pour mille et une raisons, au démarrage, etc., il vous faut un leader, un PDG ou quel qu'il soit, qui soit pilote du changement. Et à partir de là, vous pouvez travailler et tout peut s'aligner. Le reste, les autres difficultés qu'on va pouvoir rencontrer, l'acculturation, la résistance au changement, tout ça, on sait le surmonter par le mouvement, par la détermination, etc. Mais voilà, le point de départ, il vous faut un management qui soit, un top management qui soit convaincu qu'il est temps désormais de changer. Merci pour cette réponse. C'est le boulot du RH, hein, pardon, de le convaincre. Hein. Et c'est peut-être le travail le plus complexe parce qu'il est assez ingrat. Hein. Ça prend parfois beaucoup de temps, il y a beaucoup d'intérêts en jeu qui font que. Mais voilà, c'est là où le RH doit vraiment sortir enfin, se mettre en position. Donc, on a une autre question de Jasmina. Oui, bonjour. Bonjour Yasmina Filipovic, la société Alstom. Vous avez parlé du concept donc, des managers formateurs que vous avez mis en place. Effectivement, c'est très. C'est une façon très opérationnelle, en tout cas, d'optimiser leur savoir-faire et d'utiliser et de transmettre leur savoir-faire. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé sur leur objectif, c'est-à-dire à la fois ils doivent allier des objectifs opérationnels, hein, parce qu'ils sont toujours dans leur rôle opérationnel, et avec les objectifs de formation. Donc il y a, je pense, un temps à dédier aux deux rôles. Et comment vous avez travaillé pour qu'ils aient suffisamment de temps à consacrer à la partie formation? En fait, on l'a pas perçu de cette façon. Si vous voulez, nous, on n'a pas fait de distinguo entre la partie opérationnelle et la partie formation. Ça fait partie du travail, le fait, et ça fait partie des opérations, le fait de former, de réunir en salle ces managers et de leur expliquer ce qu'on attend sur telle ou telle thématique, que ce soit le management, que ce soit la qualité ou que sais-je. Ça fait partie des opérations. Donc, c'est pas un temps, on n'est pas en perruque, quoi. C'est pas un temps masqué. C'est pour nous, on l'a toujours perçu comme faisant partie de son contrat de travail et ayant un impact sur les opérations non neutres. Et c'est ce qu'on voit. On voit bien qu'une fois formé, qu'une fois que les façons de faire sont expliquées, ce qui est attendu est expliqué, on gagne un temps fou et ça participe à l'amélioration générale des opérations. D'accord. Et est-ce que ces managers formateurs interviennent uniquement pour leur équipe ou est-ce qu'ils peuvent intervenir, par exemple, au niveau mondial? Non, mondial, non, mais ils peuvent intervenir pour d'autres équipes. Alors, sur Pour le d'autres équipes, management, d'accord. ouais, pour d'autres équipes, oui, tout à fait. Mais pour le management, c'est resté quand même assez lié équipe par équipe. Mais sur d'autres thématiques, sur la décarbonation, etc., ils peuvent intervenir. Ils ont un savoir. À partir du moment où on estime, eux, ils estiment, et on estime qu'ils ont un savoir, on peut le partager à plein d'autres personnes. Merci. Mais par contre, on est resté très franco-français hein, pour l'instant. C'est vraiment une approche qu'on a fait en local. On n'a pas développé ça en dehors de nos frontières. Merci. Monsieur Beauvais. Oui, je saisis l'opportunité pour Jérémy. Par expérience, c'est excellent de l'avoir fait au niveau franco-français, mais ce type de démarche, en fait, je pourrais prendre un petit peu de temps pour vous dire comment ça a été fait dans d'autres sociétés en transversal et au niveau international. Et comme vous l'avez dit, c'est très important de considérer, j'ai apprécié ce que vous avez rajouté en disant ça fait partie en fait intégrante du job de l'opérationnel. C'est pas quelque chose à côté ou à part. C'est pas en plus. Ça fait partie du job. Hein. Et effectivement, c'est quelque chose qui doit être mis en pratique, qui doit
être dans la culture en fait de l'entreprise. Ensuite, pour partager son savoir, faire grandir en fait ses collaborateurs. Et c'est comme ça d'abord qu'on arrive à avoir cette reconnaissance en interne et ensuite à pouvoir s'aimer sur non seulement sur son pays, sur son expertise, sa filière, mais en dehors de son pays également. Donc, je me permettrai de reprendre contact avec vous sur ce sujet. Avec plaisir. Mais vous avez tout à fait raison, hein, ça fait partie du job opérationnel. Très bien, et ben, je pense que s'il n'y a plus de questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Jérémy, d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir présenté ici un très, très, très beau rapport sur l'expérience d'Heidelberg au niveau des RH. J'espère que ça aura plu à tout le monde. Et puis, Merci à vous. le webinaire sera, le replay du webinaire sera sur notre website. Je le ferai parvenir à toutes les personnes qui se sont inscrites. Et puis, il reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle fin de semaine. J'espère qu'il fait plus beau en France qu'ici au Portugal, parce qu'ici, il fait très, très pluvieux et très froid. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup à tout le monde pour les échanges. Merci encore. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.